Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à la MJC Louis Lepage pour notre nouvelle conférence de l'or en images. Quel titre, quel beau titre. Nous le devons à Jean-François Lotte, qui est professeur de sport, mais ce n'est pas tant pour ça que tu es aujourd'hui notre invité. Tu es celui sans qui l'exposition Une longueur d'avance au musée n'aurait pas eu lieu. Parce que, mais tu vas en parler, tu es à l'origine d'une collection, une collection de cartes postales dont on a ici l'une d'elles, sur l'école de Joinville. Et au fond, avant que tu n'entres en contact avec le musée, que tu nous proposes de nous vendre ta collection, au fond, on avait très très peu de choses sur l'école de Joinville, alors que le territoire d'études du musée de Nogent, c'est les bords de Marne, l'Est de Paris, la banlieue Est parisienne, qu'on avait une collection déjà d'une quinzaine de milliers de cartes postales. Je regarde Vincent parce qu'il la connaît, il en a numérisé l'essentiel. Et au fond, l'école de Joinville, alors que c'était une institution capitale en France, en Europe et même au-delà, au fond, il en restait ici dans l'Est parisien pratiquement plus de traces. Donc, grâce à ta collection, tu nous permets d'enrichir notre immense collection de cartes postales du musée, de bien connaître, de mieux connaître cette institution et d'avoir fait cette exposition qui est vraiment le levier pour cette exposition. Merci infiniment d'avoir pensé à nous pour véritablement nous donner, enfin nous vendre cette collection qui est vraiment précieuse pour nous. Et c'est de cette collection dont tu es le mieux placé pour parler, dont tu vas nous parler aujourd'hui. Merci à toi. Merci. Bonjour à tous. Pour ceux à qui je n'ai pas dit bonjour. Donc, je me représente, Jean-François Lotte. Je suis enseignant effectivement en éducation physique depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Alors, je suis plus sur la fin de carrière que sur le début de carrière, on est bien d'accord. Et je suis avant tout passionné par l'histoire de la formation des professeurs d'EPS et notamment des moniteurs de gymnastique, puisqu'au départ, les premières formations concernaient les moniteurs de gymnastique militaire. Alors la gymnastique, le sport militaire a eu une importance phénoménale en France, puisque c'est ce mouvement militaire au niveau du sport qui a engendré derrière d'autres mouvements et qui est à l'origine, je pense aussi, du mouvement sportif en France. Alors, cette collection de cartes, eh bien, elle concerne des cartes postales qui ont été publiées, éditées entre 1900 et 1920. Donc, moi, je vais vous parler, je ne vais pas vous refaire l'histoire de l'école de gymnastique et d'escrime de Joinville. Je vais surtout vous parler de ces cartes postales et du témoignage de ces cartes postales à travers ces images, à travers ces clichés qui ont été pris par différents éditeurs, par différents photographes. Et on verra que par rapport au texte de l'époque, eh bien, la réalité en image est parfois un petit peu différente. Et c'est un petit peu le thème que je vous propose. Et cette différence eh bien, débouche sur ce titre de l'or en image, en espérant qu'après de l'or en image, en ce moment, on pourra voir de l'or en médaille aux prochains Jeux Olympiques. Alors ces cartes postales, elles ont été trouvées entre 1988 et 2022. 2022, date à laquelle j'ai cédé donc cette carte au musée. Donc pendant 34 ans, j'ai arpenté les brocantes, les salons de collectionneurs. Plus tard, sur la fin, les sites Internet, puisque Internet m'a permis également de récupérer et de trouver quelques cartes postales anciennes que je ne possédais pas. Et ces dernières années, je n'arrivais plus à trouver de nouvelles cartes postales. Je possédais, pour ainsi dire, pratiquement tout. Et j'ai sélectionné une partie de ces cartes postales pour vous les montrer ce soir sous forme de diaporama. Et ne trouvant plus donc de cartes, je me suis dit il faut trouver une solution pour faire vivre ces cartes postales et pour faire vivre un petit peu ce témoignage du passé. Alors, cette collection de cartes, pour la faire vivre, qu'est-ce que j'ai fait ?
Ben, dans un premier temps, j'ai fait des expositions. La première fois, c'était dans un collège à Montluçon, dont le principal était mon beau-père. Donc là, c'était plus facile d'exposer dans ces conditions. C'était la première fois que j'exposais ces cartes postales. Alors, il n'y avait pas toutes les cartes postales actuelles, puisque c'était en 98. Après, la deuxième fois, j'ai exposé ces cartes postales. C'était à l'occasion du 150e de l'école de Joinville. Alors, c'était à Fontainebleau, c'était en 2002, puisque l'école a ouvert ses portes en 1852. Et en 2002, à Fontainebleau, j'ai eu la chance de rencontrer d'anciens Joinvillais, d'anciens officiers, notamment le colonel Ladevie, qui m'avait pris un petit peu sous son aile et qui m'avait donné il m'avait fait adhérer à cette association. J'étais devenu membre joinvillais à cette occasion-là. Et la troisième fois, c'était à l'occasion du Congrès national des Joinvillais, donc une association d'anciens de Joinville. Et ce congrès national avait lieu à Montluçon. Et à Montluçon, à l'école de gendarmerie, j'avais exposé également ces cartes postales. Alors, le problème de ces expositions, c'est que c'était beaucoup de travail, beaucoup de déplacements, beaucoup de manipulations. C'était du matériel à mettre en place, positionner les cartes postales, les montrer pour très peu de temps d'exposition en fait. Parce que souvent c'était suite à un congrès, suite à une réunion, les gens passaient pas trop de temps à regarder ces cartes et s'intéressaient plus ou moins à ces cartes postales. Ils passaient devant, oh c'est bien, c'est beau, c'est sympathique, mais on n'allait pas plus loin et quelque part je restais un petit peu sur ma faim à chaque fois. Et j'ai donc décidé en 2022 de contacter différents organismes, et notamment le musée intercommunal de Nogent-sur-Marne, et non pas de Joinville, hein, de Nogent-sur-Marne. Et j'ai contacté aussi le musée national du sport. J'ai contacté différents services de l'armée, notamment par rapport au sport militaire. Et une seule personne m'a répondu, et en me donnant une réponse qui convenait à ce que je recherchais. Et cette personne, elle est devant nous. Il s'agit de Vincent Villette, effectivement. Donc, à mon tour, je te remercie, Vincent, puisque grâce à toi, eh bien, cette collection, elle va revivre. Elle va revivre et tu vas permettre justement à cette collection d'être diffusée et d'être montrée au monde entier, je dirais, parce que tu as trouvé la solution, c'était la numérisation des cartes postales et la mise en place justement sur le site du musée de Nogent-sur-Marne. Donc grâce à toi, eh bien, tout le monde peut consulter ces cartes postales qui sont en ligne, qui sont classées par rapport au classement que j'avais établi dans mes albums de collection au départ. Donc tu as respecté ça aussi. Et surtout, tu as respecté l'intégralité de la collection. Parce que j'avais des collectionneurs qui étaient intéressés par tel ou tel thème et qui me proposaient des sommes importantes pour acheter le thème de l'escrime, par exemple, ou de la boxe. Mais moi, ça ne m'intéressait pas parce que le reste, ils allaient complètement le dilapider. Donc j'ai préféré rester modeste. De toute façon, je suis parti du principe que quand on collectionne quelque chose, si on veut revendre une collection, on ne retombe jamais sur son investissement. Donc on a trouvé un accord. Et donc cette collection de cartes est donc la propriété du musée de Nogent-sur-Marne. Alors, pour faire un peu plus vite, parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai tendance à parler, et je vais vous montrer maintenant des images. Et ces images du passé, eh bien, vont nous parler. On va commencer donc par cette première carte, où d'entrée de jeu, on peut voir que les athlètes de Joinville et les militaires de Joinville sont différents. Quand on voit des groupes de militaires de 1900 qui s'exposent devant une photo, on ne les voit pas comme les deux qui sont sur les piliers en train de faire des équilibres. On est bien d'accord. Les piliers étant à 4 mètres de hauteur. 4 mètres, ça vous donne une idée, on est sur 2 étages quand même. Alors, cette école de Joinville, vous voyez ces deux gymnastes-là. Alors, cette école de Joinville, effectivement, elle a ouvert ses portes en 1852.
Au départ, c'était le commandant d'Argy et Napoléon Néné, deux anciens d'Amoros. Alors Amoros, je ne sais pas si vous connaissez, c'était le précurseur de la gymnastique en France. Et c'est lui qui avait invité les autorités à mettre en place la gymnastique en France pour que nos soldats soient mieux formés. Et d'ailleurs, la défaite de 70 contre les Prussiens était due en grande partie pour lui et puis pour ses successeurs au fait que les soldats français n'étaient pas assez préparés physiquement. Donc en 1852, cette école s'est donc montée avec pour objectif la formation des moniteurs, des futurs moniteurs de gymnastique. Alors pourquoi des moniteurs de gymnastique? Parce que les moniteurs, une fois formés, allaient transmettre cette méthode joinvillaise de formation du soldat, notamment en gymnastique, pour former des soldats d'élite dans toute la France. Et on verra plus tard qu'on n'a pas formé que des soldats, que des moniteurs de sport dans les armées. On verra plus tard qu'on a formé aussi des instituteurs. Mais ça, on en reviendra plus tard. Alors, je vais vous présenter maintenant une petite photo un peu particulière. Alors, quel est l'intérêt de celle-ci? Eh bien, on est au siècle des Lumières. On est en 1900, 1920, donc c'est le siècle des Lumières, c'est le début de l'aérostation, c'est le début de plein de choses. Et les photographes de l'époque, les imprimeurs de l'époque, utilisaient différentes techniques pour attirer, pour faire diffuser l'importance de cette école de Joinville, et notamment ce qui était à la mode. Donc l'aérostation, vous voyez également ici, vous voyez là avec mon petit curseur, on a des hirondelles. Alors les hirondelles, c'était un symbole aussi, un symbole qu'on reprenait dans la carte postale. C'était le symbole on amenait des messages de bonne santé, des bonnes nouvelles, et c'était aussi un symbole comme quoi on était entreprenant. Voilà, c'était un peu ça, la symbolique qui était reprise dans l'édition des cartes postales anciennes. Alors, ensuite, alors, les différents éditeurs qui ont fait ces cartes postales, on a plusieurs éditeurs qui reviennent souvent. On a des éditeurs comme Fleury, comme Malcuit, ELD, François, un photographe qui était connu sur Vincennes qui s'appelait Accard. On avait aussi Breger Frères, aussi, enfin plusieurs éditeurs, mais il n'y avait que 5 ou 6 éditeurs qui étaient amenés à pouvoir rentrer dans cette école de Joinville pour faire des cartes postales. Et ces cartes postales avaient pour but donc de faire connaître dans le monde entier l'existence de cette école. Alors ici, vous voyez un avion. Alors à l'époque, on est en 1914, c'était à la mode aussi. Blériot venait tout juste de franchir la Manche avec son avion. En 1903, les frères White faisaient le premier vol avec un biplan sur une longueur de 12 mètres. Vous voyez, c'était vraiment les débuts de l'aviation. Et ici, les éditeurs faisaient des montages, parce que là, on n'a pas attendu qu'un avion passe au-dessus de l'école pour faire la photo, hein, on est bien d'accord. Donc, il y avait des techniques déjà à l'époque qui nous permettaient de vendre une carte postale plus facilement en imprimant, en faisant un montage, en mettant un avion Blériot dessus. Et tout ça, c'est pour revenir également, pour aller dans le même sens que ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir, on était à la belle époque et on essayait d'intéresser les gens avec comme ça des petits montages. Ici, c'est pas un montage, c'est une inscription qui est intéressante. Vous voyez, si vous arrivez à lire tout en haut, baraque où je couche dans la paille. Alors, donc la vie des militaires à Joinville, et pas qu'à Joinville d'ailleurs, la vie des militaires était plutôt un petit peu rigide, plutôt un petit peu dure, mais on mangeait bien. Donc ça, la cantine était bonne, et c'est ce qu'on retenait surtout quand on faisait un passage à Joinville. Alors on voit ici dans le titre baraquement de la division des instituteurs sous les drapeaux. Alors il ne faut pas s'étonner parce qu'à partir de 1908, tous les instituteurs de France faisaient un stage à Joinville dans le cadre de leurs obligations militaires. À l'époque, le service militaire était obligatoire. On avait 10 semaines à passer à Joinville pour pouvoir enseigner l'éducation physique auprès des jeunes, dans les écoles.
C'était un bon moyen pour l'État à l'époque de diffuser cette fameuse méthode joinvillaise pour former des futurs bons soldats. Vous voyez un petit peu dans quel esprit on est à l'époque. Alors l'autre intérêt également de Joinville, c'est qu'on n'était pas très loin de la ville Lumière. Et quand on venait à Joinville, que ce soit pour les militaires ou pour les instituteurs, c'était plutôt quelque chose d'agréable. On passait du bon moment parce qu'on avait parfois, en tant que militaire, on avait plus facilement des permissions. Le stage à Joinville, c'était quelque chose parfois qui était difficile parce qu'on était dans les activités physiques. Mais en compensation, il y avait une ambiance qui était plutôt décontractée. On était près de la ville Lumière, on allait à Paris le dimanche, on avait des permissions plus facilement. Et c'était un stage qui était plutôt sympathique pour eux. Alors ici, vous avez en carte postale, vous avez la redoute de Gravelle. Alors la redoute de Gravelle, elle existe encore. Je ne sais pas si vous voyez l'hippodrome de Vincennes. Eh bien, la redoute est juste en face. On est passé devant en voiture il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Donc je peux vous le confirmer, moi qui ne suis pas d'ici, elle existe encore. Alors que la redoute de la Faisanderie, c'était une autre redoute, une sœur jumelle. Cette redoute a été détruite pour le passage de l'autoroute. On avait aussi le camp de Saint-Maur, donc c'est le camp qu'on a vu juste avant. C'était les sites où justement était implantée l'école de gymnastique et d'escrime de Joinville. Là, sur la carte suivante. Alors regardez. Ici, eh bien, on avait une activité qu'on ne verrait pas actuellement. En stage, on ne vous demanderait pas de faire la lessive, la vaisselle, on ne vous demanderait pas de faire tout ça maintenant. Et on avait, vous voyez, la seule femme qui était présente, elle est ici. C'était la cantinière également. Je ne sais pas si vous l'avez vue dans la carte juste avant. Regardez, elle est là. Donc elle était chargée, je pense, de l'accueil. Vous voyez, on la retrouve ici. On la retrouve... Voilà, on la retrouve ici, vous voyez. Donc c'était la seule femme qui était admise à rentrer dans l'école de gymnastique et d'escrime de Joinville. C'était exclusivement masculin. Alors, la seule femme, par rapport aux instituteurs, ça pose un problème. Et les institutrices, vous allez me dire. Eh bien, on était à l'époque sur un régime qui était assez conservateur. Et les institutrices n'avaient pas le droit de se former en éducation physique à l'époque. Je suis désolé, mesdames. Alors, donc ici, une autre vue sur la cantine. On exploitait au maximum les installations. Hein. Vous voyez la corvée des plats. Alors, sur quelques cartes comme ça, je veux passer assez rapidement. Donc le but dans cette école, c'était de pratiquer la gymnastique et de former justement les futurs soldats. Le but était d'arriver à une meilleure maîtrise du corps, renforcement musculaire, coordination, souplesse, la volonté. C'était les objectifs qui étaient recherchés. Et dans ces premiers objectifs, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était la formation des premiers moniteurs d'éducation physique et sportive. Alors ici, c'est une carte typique que l'on peut retrouver sur les moniteurs qui étaient formés à Joinville. Et très souvent, les moniteurs étaient pris en photo par le seul photographe, à ma connaissance, qui avait le droit d'aller dans l'école, c'est le photographe Accard de Vincennes. Ils étaient pris en photo en compagnie de leurs instructeurs. Là, on a un instructeur habillé en blanc et tous les futurs moniteurs étaient en noir. Alors, à l'origine, je pense que le petit carré bleu qui est présent sur la carte, c'est la personne qui envoie la carte postale. Les cartes postales, c'était des cartes photos, et au dos, on transformait cette photo en carte postale. Alors, très souvent, ce genre de carte postale, on avait un tirage très limité, de l'ordre d'une vingtaine de tirages, de façon à permettre à chaque participant, à chaque futur moniteur, de pouvoir garder un souvenir. Et ce sont souvent des cartes qui sont assez rares et assez recherchées. Vous prenez
un exemple, Maurice Genevoix, qui était stagiaire en 1912 à Joinville. Alors ça faisait partie d'une des personnalités, en fait. C'était un académicien qui est venu à Joinville, qui a fait son stage de 10 semaines, mais il était reçu à l'école normale, lui. Donc, au grand regret d'un instructeur de l'école de Joinville, il n'a pas pu être recruté comme moniteur à l'école de Joinville. Il a fait une très belle carrière en tant que poète et romancier d'ailleurs. Et grâce aux cartes postales, je peux vous affirmer que Maurice Genevoix, c'est ce personnage. Voilà, j'en suis convaincu d'après des photos que j'ai pu récupérer de lui à l'époque. On a Maurice Genevoix en carte postale et personne ne le sait sauf vous. Alors, Maurice Genevoix, pour rester un petit peu sur lui, donc il était de l'Académie française, c'était un gymnaste et un joueur de rugby. Et il a joué au rugby à un niveau national. Il a pratiqué ses activités quand il était au lycée. Et il est rentré donc à Joinville en 1912. Et si on regarde la carte postale, au niveau du timbre, regardez en haut à gauche ici, on a la date 1912 qui confirme justement l'affirmation comme quoi Maurice Genevoix est bien sur cette carte. Alors Maurice Genevoix, il a été blessé pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale. Il a été gravement blessé puisqu'il a dû se rétablir. Il a eu 7 mois de rééducation. Il a été blessé, touché par 3 balles. Il a perdu l'usage de son bras gauche. Et c'était le premier à dire qu'il devait sa survie à sa condition physique. Donc sa pratique du rugby et de la gymnastique lui a sauvé la vie. C'est ce que son médecin lui avait affirmé d'ailleurs, le médecin qui était chargé de le soigner. C'était, par exemple, quand il était à Joinville, c'était quelqu'un qui était capable, en étant assis, de grimper à la corde uniquement à la force des bras en étant à l'équerre. Et il avait une composition, une musculature et une composition physique assez impressionnante. C'était un homme parfait pour l'époque. Sportif et intelligent. Alors, Maurice Genevoix, pour ceux qui connaissent, il a été connu grâce à un récit, ça s'appelait Ceux de 14. C'est un récit qui reprenait un petit peu son vécu et puis les drames qu'il avait pu connaître. Et il a eu, avec Rabelais, il a eu le prix Goncourt en 1925. Alors, la gymnastique. Alors, quelle était la gymnastique que l'on proposait? Alors ça, ce sont des exemples d'exercices que l'on va voir maintenant. On commence par une gymnastique sans agrès. Alors, dans les textes, on parle de gymnastique éducative, gymnastique d'application, gymnastique de sélection. Je ne veux pas vous embêter avec tous ces termes. On va rester très simple. Et on va simplement parler de gymnastique avec agrès, sans agrès. Oui, ça va rester très simple. Donc là, pour le moment, on est sur gymnastique sans agrès. Donc les mouvements d'ensemble, de préférence à l'extérieur. Alors pourquoi à l'extérieur? Parce que on avait l'influence des hygiénistes, des médecins hygiénistes à l'époque, et qui annonçaient, qui préféraient que les exercices s'effectuent dehors, de façon à permettre le développement des organes respiratoires plus facilement. Et donc cette influence des médecins hygiénistes de l'époque elle se voit ici à travers cette carte postale. Alors les moniteurs ici font des exercices devant des promotions qui viennent et qui observent un petit peu. Il y avait souvent des démonstrations qui étaient faites aux futures promotions qui venaient. Alors on a d'autres exercices types. Vous voyez là ici, on est sur des exercices d'équilibre. Alors tout était rythmé, tout était mis en place, tout était au cordeau. On avait cette rigueur militaire ajoutée à cette rigueur de l'activité physique, toujours dans le cadre de la formation des futurs soldats. Les abdominaux, on a tous fait cet exercice, je pense. Donc c'est vraiment un héritage.
Bon, ça c'est les futures pompes qu'on a connues. Ah, ça c'est quelque chose d'un peu différent, la poutre. Et non, ce ne sont pas des dames qui faisaient de la poutre. Au départ, la poutre, c'était un exercice pratiqué pour travailler l'équilibre chez les hommes. Et d'ailleurs, ici, on a l'instructeur qui tient la barre, je pense, pour donner une certaine stabilité à l'ensemble. Donc, cette carte, alors vous voyez, on avait des barres aussi, des agrès qui étaient un petit peu différents. On avait des barres qu'on pouvait régler. Vous voyez, il y avait un système de réglage au niveau de la hauteur des barres. Et en fonction de la hauteur des barres, on faisait des exercices plus ou moins compliqués, plus ou moins différents. Et ça, c'est aussi un héritage d'Amoros et du matériel qu'il avait créé justement pour développer la gymnastique. Et tout le matériel qui était à la vieille redoute de Grenelle, eh bien, est venu à la redoute de la Faisanderie. Alors l'intérêt aussi de cette carte, c'est au niveau des techniques d'imprimerie, on utilisait déjà à l'époque des couleurs. C'est intéressant parce que ça nous permet de voir la couleur bleu, blanc, rouge qui nous rappelle le drapeau français. Les techniques, c'est on utilisait beaucoup des pochoirs. La colorisation des cartes se faisait à la main. Il n'y avait pas encore les imprimeries spécifiques pour mettre de la couleur. C'était le début. Alors, ici, on a affaire à une carte un petit peu particulière. Oui, on a de la sténo. Est-ce que quelqu'un peut me déchiffrer? Donc, on avait comme ça des écrits avec un peu de sténo. Est-ce que c'était une carte écrite par un agent secret? Je ne sais pas. Et alors, non, j'ai pas déchiffré la carte. Oui, c'est un travail qu'il faudra faire. Et dès que j'ai déchiffré la carte, je vous envoie la traduction. Alors très souvent, ces cartes-là, où on a beaucoup d'écrits, alors ce sont des cartes qui sont datées d'avant 1904. Alors pourquoi avant 1904? Parce que avant 1904, on écrivait devant la carte postale et le dos de la carte était réservé uniquement à l'adresse. Et à partir de 1904, on a coupé le dos de la carte postale en deux et on mettait une partie correspondance et une partie adresse. Et tout ça pour privilégier le cliché du photographe qui voulait que sa photo soit mise en valeur et qu'on n'écrive pas sur sa photo. Voilà, c'était un peu ça. Donc si on a des cartes comme ça où on a pas mal de parties blanches, ce sont des cartes en général qui sont d'avant 1904. Ici, donc toujours dans le cas des exercices réalisés avec des agrès, maintenant on a les fameuses barres parallèles. Alors à Joinville, tout seul, c'est pas possible. Il fallait au moins être 2, 3 ou 4 sur les barres parallèles. Parce qu'à Joinville, on recherchait toujours l'exploit. Est-ce que c'est la présence du photographe et de l'éditeur qui les a poussés? Est-ce que cette présence les a poussés à être plusieurs sur ces barres pour impressionner? Parce que l'image était aussi d'impressionner les gens. On était souvent dans la recherche d'exploits chez ces moniteurs et ils ne faisaient jamais comme tout le monde, ces Joinvillais. Alors bien sûr, on n'a pas de tapis en bas, on a une partie en bois, du sable, et là c'est pareil. On avait quand même des structures qui étaient à l'abri. On est sous des hangars, sous un hall. Alors pour ceux qui ont fait un peu de barre fixe, pour faire un soleil avec ce genre de matériel, il fallait être costaud. Il fallait vraiment être kamikaze même. Parce que la barre fixe, quand on se loupe, ça fait très mal. Et là, on n'a pas de tapis non plus pour amortir la chute. D'autres photos aussi, pareil, regardez. Alors, l'éditeur marque exercice d'assouplissement. Je pense que c'est une petite erreur. Bon, là c'est pareil, c'est le début de la méthode d'éducation physique et parfois les données ou les informations sont un petit peu erronées de la part des éditeurs. Les photographes ne sont pas des gymnastes, des instructeurs, ça se voyait à l'époque. Mais pour la pose de la photo, je pense que le temps de pose était suffisamment long pour que, vous voyez, ce personnage
ait besoin d'aide. Donc on lui tenait donc les pieds pour le temps de la pause. Alors, on regarde ça avec un petit peu d'humour, un petit peu de nostalgie en même temps. Ici, les anneaux. Alors là, on peut constater la musculature des athlètes à l'époque. Hein. Il n'y avait pas de produits dopants à l'époque, hein, on est bien d'accord. Et donc, je pense que c'est la répétition des efforts, c'est le travail quotidien de la gymnastique qui transformait ces hommes en véritables athlètes. Et on verra par la suite qu'on avait des athlètes de très très haut niveau à Joinville. Le rapport au corps à l'époque était différent. On avait des athlètes qui n'hésitaient pas à se montrer torse nu. Encore une fois, par rapport au courant de l'époque qui consistait à dire qu'il fallait que le corps respire pour qu'on soit bien dans sa peau et dans son corps, il fallait faire respirer son corps. Et là, eh bien, on n'hésite pas à prendre des photos avec des hommes qui étaient dévêtus, chose qui aurait été inconcevable quelques années auparavant. D'autres petites photos. Donc là, c'est pareil, on est sur les anneaux. Donc les anneaux, c'est pareil, on a un tas de sable en réception. On a aussi encore des démonstrations avec le cheval. Le cheval, bien sûr, on ne peut pas se mettre tout seul, il faut aller à 3 sur le cheval. Hein. Ah, l'ancêtre du cheval d'arçon. Bon, on n'a pas les arçons, mais on a les débuts du cheval d'arçon. Un agrès en gymnastique. On doit virevolter au-dessus du cheval. Et à Joinville, eh bien, ils avaient justement cet outil pour travailler. Alors là, on a quelque chose de particulier. Regardez, sur votre gauche, on a ce qu'on appelle, et sur la droite aussi, on a ce qu'on appelle un portique. Alors c'était une structure métallique, pareil, qui était importée de la méthode d'Amoros. Et sur ce portique, il fallait faire différents exercices. Le but de ce portique, eh bien, c'était d'apprendre à combattre le vertige. C'était de monter à l'échelle, de monter à la corde, de grimper à la corde, de descendre sur une barre verticale ou de descendre à l'aide d'une corde. Donc tous ces exercices se faisaient sous forme d'un assaut. On faisait ce que l'on appelle l'assaut du portique. Et alors dans l'assaut du portique, là on a une division d'instituteurs à gauche. Et je pense que sur la gauche, vous voyez ici, on a quelqu'un qui peine un peu. Vous voyez ? On l'aide volonté à grimper. Je pense que maintenant, en éducation physique, il faudrait éviter d'avoir une telle aide avec un élève. On pourrait être embêté. Alors, on peut retrouver aussi sur l'assaut du portique, les Frères Lumière, en 1897, ont fait des petites vidéos. Vous tapez sur Internet « Assaut du portique » et vous verrez, vous avez le 99e de ligne, c'était un régiment, qui font une démonstration sur l'assaut du portique. Vous verrez, c'est assez impressionnant. Ça dure quelques secondes. Alors, toujours sur le portique. À l'époque, quand on avait des compétitions de gymnastique ou autres, quand on participait à une compétition militaire, en général, c'était l'équivalent des championnats du monde. Parce que c'était essentiellement les militaires qui pratiquaient de la gymnastique. Et là, on peut voir qu'en 1900, les militaires de Joinville étaient champions militaires au portique, sur un championnat international. Donc ça nous donne une idée un petit peu de la performance qui était réalisée par ces athlètes. Ils avaient une reconnaissance dans le monde entier à l'époque. On était à l'apogée de l'école de Joinville à cette époque, juste avant la guerre. Un autre appareil utilisé, un autre appareil de torture, l'octogone. En haut de l'octogone, on est à 9 ou 10 mètres. Un immeuble de 4 étages. Et on a donc un athlète là-haut, tout en haut là, qui commence à faire un équilibre, je pense.
ou une planche avant. On utilisait cette structure soit pour des activités physiques, soit pour, comme ici, sur la droite, pour des poses, pour de la photographie, pour créer des cartes postales. Donc là, on retrouve la pose torse nu avec une évolution par rapport à l'image du corps. Ici, une autre structure pour faire uniquement du grimpé de corde. Et là-dessus, sur cette carte postale, le personnage qui est tout de suite à droite, là, juste là, sur mon curseur, il s'agit d'un champion du monde de boxe. C'est Georges Carpentier. On va le voir sur d'autres cartes postales, je vous le montrerai. Donc Georges Carpentier faisait aussi du grimpé de corde. Vous allez voir qu'il faisait aussi du rugby. Et il ne faisait pas que de la boxe. Il était instructeur à Joinville. Alors, les activités spécifiques mises en place pour la formation du soldat. Eh bien là, regardez, on utilise un tronc d'arbre et on franchit un fossé. Imaginez actuellement si on faisait ça avec des jeunes. On a aussi l'escalade du fossé. Alors ils appelaient ça exercice d'escalade, mais c'était par rapport au fossé. On retrouve sur cette carte l'escalade du fossé. Alors plusieurs techniques, on se met à 2, à 3, on se monte les uns sur les autres. On verra sur d'autres cartes qu'on peut s'aider aussi en utilisant l'arme, le fusil, pour grimper. On utilise une corde pour traverser un fossé. Alors là, il ne faut pas tomber, hein. Là, je pense qu'entre le moniteur qui est en bas, je ne sais pas s'il exerce une surveillance bien vive, mais la chute, elle est de l'ordre de 3 étages, là. Mais les gens étaient heureux. Et c'est ça qu'il faut retenir. On a les exercices en terrain varié. Alors, ça a donné lieu au cross-country, vous savez. Il y a beaucoup d'exercices comme ça qui, au départ, correspondaient à des activités militaires pour former le soldat et qui se sont transformés en activités sportives. Le mur d'escalade a donné... Le mur d'escalade, l'assaut du mur, ça a donné justement à l'activité escalade. Ah, le saut à la perche. On utilisait un bambou, un tas de sable, et allez, on tirait une corde en haut de 2 mâts. Alors, la corde ne tombait pas, hein. On se prenait les jambes dans la corde, hein, sûrement. Et à l'époque, on avait affaire à des athlètes vraiment de très très haut niveau. Le fameux, alors grimper, l'escalade d'un mur, là ils avaient carrément bâti une structure pour apprendre à grimper et à escalader. Et quand je vous disais qu'on utilisait les armes, regardez ici, on utilise le fusil comme moyen pour s'agripper, pour monter plus haut. Alors 2 techniques pour l'utiliser le fusil, soit en travers, soit longitudinalement. Et les fusils sont posés en bas là. Mais quand on faisait l'assaut du mur, derrière il faut redescendre. Donc il existait une autre activité qui s'appelait le saut en profondeur. Et on verra qu'à Joinville, le saut en profondeur, eh bien, c'était un bon moyen de prouver qu'on était capable de faire des exploits. Donc là, ici, c'était à l'occasion d'une fête, la fête annuelle de l'école de gymnastique et d'escrime de Joinville, où chaque année, il y avait une journée qui était dédiée à l'ouverture au public. Et on permettait justement aux gymnastes d'évoluer devant du public pour montrer un petit peu les exploits réalisés par ces futurs champions, par ces futurs soldats qui allaient défendre notre patrie. Alors, en 1877, dans le manuel d'instruction de gymnastique militaire, c'était donc la référence, le saut en profondeur devait s'exécuter à partir d'un petit escabeau, pas plus haut que la table. Et vous voyez là déjà, l'escabeau est beaucoup plus haut. Ah, la division d'escrime. Alors depuis 1872, après la défaite
contre les Prussiens, eh bien, l'école a réouvert ses portes en intégrant une division spéciale, la division d'escrime. Alors cette division d'escrime, on ne l'a pas intégrée pour rien. On avait un esprit un petit peu revanchard. La défaite à Sedan, notamment contre la Prusse, avait beaucoup marqué les esprits et on s'était dit, bon, il faut trouver des solutions, on ne va pas se laisser faire. Et la division d'escrime est apparue. Ils se sont dotés également d'une salle pour l'escrime. Donc l'escrime, on ne la pratiquait pas en extérieur simplement, mais aussi en intérieur. La plupart des activités en escrime étaient quand même dehors. Donc avec les tenues de l'époque. D'ailleurs, il me semble que lors de l'exposition, plus tard, on verra les tenues qui étaient utilisées à Joinville. On verra le même genre de tenue qui sera exposé. Voilà. Division d'escrime. Ici, après l'escrime, il faut un petit peu de repos. Alors pourquoi je vous montre cette carte ? C'est quand même la division d'escrime au niveau du camp de Saint-Maur. Mais cette carte pour nous montrer que la formation ne concernait pas uniquement les régiments qui étaient en France, mais aussi à l'étranger et dans nos colonies. Et ça, on peut le voir d'après les uniformes, vous voyez. Je pense que là, ce sont des uniformes marocains. On a différents uniformes des colonies. Et c'est une preuve en image comme quoi cette formation ne s'adressait pas qu'à la France, mais aussi à ses colonies. On a aussi la boxe anglaise. Alors, la boxe anglaise, ici, on a une belle démonstration par 2 moniteurs. On est en 1913, d'après le timbre, mais je pense que l'édition de la carte est un peu plus ancienne. La boxe s'apprenait par des mouvements d'ensemble en même temps. Donc, d'une façon coordonnée, eh bien, on apprenait à faire un coup de poing vers l'avant. Ce sont ces mouvements d'ensemble. La boxe française, avec l'utilisation des jambes. La boxe française, la savate, la fameuse savate. Là aussi, dans ce domaine-là, on avait à l'époque des champions de France, des champions internationaux dans ces domaines-là et qui étaient moniteurs à Joinville. Alors là, c'est un coup de pied bas. Vous avez ici un coup de pied un peu plus haut avec une parade. On avait la lutte. Et on avait aussi le jiu-jitsu. Alors je vois que les écrits, on ne le voit pas bien, c'est un peu en dessous. Le jiu-jitsu, il est sur la carte ici, là, vous voyez, on ne voit pas bien. Le jiu-jitsu, en fait, c'était l'ancêtre du judo. Et parfois on est surpris, j'étais surpris moi de trouver cette carte, et je me dis, mais comment ça, le jiu-jitsu, déjà en 1905, c'est surprenant. Et effectivement. Et c'était pratiqué à Joinville. Les exercices avec la baïonnette, exercice avec arme. Et le premier qui est devant, ici, on le retrouve, Georges Carpentier. Donc Georges Carpentier a fait des exercices à la baïonnette avant d'être champion du monde de boxe. Quand il était moniteur à l'école de Joinville, il était déjà champion d'Europe. Il n'était pas encore champion du monde. Les mouvements d'ensemble. On avait aussi la canne et le bâton. Alors avec une canne et avec un bâton, ils étaient redoutables. Quelqu'un qui savait se servir de ses poings et de ses pieds ne pouvait pas approcher, se faisait assommer avec une canne, avec quelqu'un qui manipulait la canne et le bâton en face. Et le savoir nager, ce qu'on appelle actuellement le savoir nager. Alors à l'époque, même si les photographes nous montrent des plongeons, plus que l'apprentissage de la natation, parce que le plongeon était un peu plus photogénique, je suppose, eh bien on avait, à Nogent-sur-Marne, on avait un ponton, le ponton
de l'école de gymnastique et d'escrime qui était dédiée à cette école. Et à partir de ce ponton, eh bien, on apprenait à nager. Alors vous avez ici, tout en bas, là, on avait une barque qui assurait la sécurité. On avait aussi des grandes perches qu'on ne voit pas ici sur ces photos, mais qu'on peut voir sur d'autres cartes postales, qui permettaient justement aux maîtres nageurs de récupérer les apprenants pour éviter qu'ils se noient. Alors l'école de Joinville, au-delà de la formation des moniteurs avec, sans agrès, avec des milieux naturels, eh bien, elle a su s'imprégner justement de ce mouvement sportif grandissant. Faut savoir qu'à cette époque, en 1903, on a le Tour de France, le premier Tour de France cyclisme. Donc le cyclisme était en pleine expansion. On avait les Jeux Olympiques, bien sûr. Depuis 1896, on avait la remise en place des Jeux Olympiques de l'ère moderne. Et on avait d'autres activités qui étaient un petit peu nouvelles. Et notamment le rugby, le football rugby. Donc dans cette école, on pratiquait aussi le rugby. Et ce personnage, ici, à votre avis, qui c'est? C'est Georges Carpentier encore. Alors on le reconnaît parce que c'est le seul qui a des chaussons blancs. Il a fallu quelque temps avant de découvrir ça. Hein. Donc ça, et ça, vous êtes le seul à le savoir. Vous êtes les seuls à le savoir. Alors, comment je suis sûr? Pour la simple et bonne raison que l'éditeur qui a créé cette carte postale a fait toute une série de clichés. Et sur cette série, la série est numérotée. Donc les cartes se suivent. Et c'est le même groupe qui a été pris en photo. Et sur ce groupe, eh bien, on retrouve justement Georges Carpentier. Alors ici, on a une équipe qui était championne militaire en 1907 de rugby. C'est l'équipe de Joinville. Alors ça, je le sais parce que c'est marqué au dos de la carte postale. Toujours dans le mouvement sportif, l'activité du vélo. Eh bien, à Joinville, on faisait du vélo, regardez. Et là, on est sur une carte avant 1904. Donc très très tôt, ils étaient précurseurs dans l'utilisation du vélo. Après, sur un champ de bataille, le vélo, il avait ses limites. Il avait ses limites parce que les terrains n'étaient pas propices pour la pratique du vélo. Mais par contre, pour le transport de troupes rapide, ça pouvait être utilisé comme étant un bon moyen pour l'époque. Il faut savoir qu'on n'avait pas encore beaucoup de voitures à l'époque. Hein. Et là, on est avant 1904. Alors, toujours dans les activités sportives qui étaient intégrées à Joinville, on avait du saut en hauteur, mais ça, c'est du saut en hauteur sans élan. On avait du saut en hauteur avec élan, mais du saut en hauteur sans élan. Et là, regardez qui est-ce qu'on retrouve ici. Ici même, on retrouve Georges Carpentier encore, qui faisait donc du saut en hauteur. L'éditeur, vous voyez, c'est l'éditeur Malcuit, EM. Éditeur Malcuit, et ils ont fait toute une série avec Georges Carpentier. On avait les courses de relais. Là, par contre, je n'ai pas retrouvé Georges Carpentier, donc je ne vous le montrerai pas. Mais il aurait pu. Et alors là, comme autre activité, toujours pour être un peu dans l'esprit du développement du sport en France, on avait des courses, vous savez, ces fameuses courses de haies, ben, on a vraiment une course de haies là. C'est l'ancêtre des courses de haies. Alors, les courses de haies, utilisées à des fins militaires, c'était pourquoi, à votre avis? Pourquoi on faisait des courses de haies? Bon, je vous donne la réponse, c'était pour passer au-dessus des filets de barbelés. Voilà, ça a été repris, ce sport a été repris par les militaires parce qu'on avait l'idée en tête de passer les murs de barbelés. Autre activité reprise par les athlètes de Joinville. Et regardez ici, on retrouve notre ami Georges Carpentier encore.
Il a toujours ses chaussons blancs, mais les autres aussi, par contre. On faisait des lancers. Alors le lancer, on faisait du lancer du disque, du lancer de javelot. Parfois, on prenait le javelot par la pointe. C'était dangereux. D'ailleurs, cette technique était interdite après dans les épreuves sportives parce que le javelot partait un peu n'importe où. Et le lancer, en fait, il avait pour but de s'entraîner pour le lancer de grenade pour les futurs soldats. Donc on s'est dit à Joinville, on va travailler les lancers, intégrer cette dimension sportive, mais dans l'idée derrière que ça nous aidera pour lancer une grenade plus tard. Alors l'haltérophilie, c'était une discipline qui était olympique en 1900. Et on avait 2 techniques, avec 2 bras ou avec un bras. Voilà. Et puis je suis sûr que vous reconnaissez ici Georges Carpentier encore. On a toute une série avec lui. Alors, autre activité qui était pratiquée à Joinville, ça c'était un héritage des Jeux Olympiques de la Grèce antique, le tir à la corde. Et c'était discipline olympique présente de 1900 à 1920. On appelait ça la lutte à la corde. Et les Français avaient été médaillés d'argent en 1900 aux Jeux Olympiques, en lutte à la corde. Et c'est pour ça qu'on retrouve ça sur l'école de Joinville. On retrouve aussi la pelote basque. Alors, pelote basque, c'était aussi unique apparition aux Jeux Olympiques de 1900. Alors, les Jeux Olympiques de 1900 étaient mélangés avec l'exposition universelle à l'époque. Et c'est pour ça que certains athlètes ont été surpris d'avoir été nommés champions olympiques. Ils n'avaient pas eu l'impression d'avoir participé à des Jeux Olympiques à l'époque. Mais c'était bien des épreuves des Jeux Olympiques. La pelote basque a été en démonstration aussi en 1924, en 1968 à Mexico et en 1992 aussi à Barcelone. Alors cette école, effectivement, à partir de 1908, j'ai dû vous le dire tout à l'heure, cette école avait pour but aussi la formation en éducation physique des instituteurs. Donc on obligeait les instituteurs, donc les hommes, je suis désolé, à venir passer un stage de 10 semaines à l'école de Joinville pour pouvoir enseigner l'éducation physique dans les écoles. Et donc, il y a une carte postale, regardez, celle-ci, qui symbolise un peu ça, division des instituteurs, la critique. Alors, les instituteurs donc, pendant leur service militaire, en 1913, on avait 4 stages de 10 semaines qui étaient organisés. Voilà. Et on passait à un diplôme qui s'appelait le CAEG, le certificat d'aptitude à l'enseignement de la gymnastique. Donc c'était un diplôme qui vous permettait après, plus tard, dans les écoles, d'enseigner l'éducation physique. C'est un diplôme obligatoire pour enseigner l'éducation physique, d'après la méthode joinvillaise. Et on pouvait enseigner aussi l'éducation physique dans les collèges et dans les lycées aussi, avec ce diplôme. Ah, on a donc les premiers cours d'anatomie avec notre ami Bob qui est ici. Donc les moniteurs vont apprendre en fait les rudiments de l'anatomie et de la physiologie nécessaires pour enseigner l'éducation physique. Et il faut savoir qu'en 1902, l'école se dote d'un laboratoire d'anatomie et de physiologie. D'ailleurs, c'était les travaux de Marais et puis de Demény, qui notamment ces travaux étaient axés autour de la chromophotographie, la décomposition du mouvement par l'image. Vous avez sûrement dû voir, d'ailleurs l'affiche de l'exposition, c'est exactement une représentation de cette décomposition de l'image du corps. C'est ça. Alors là, ici, on a une division d'instituteurs. Alors, elle présente un intérêt parce que
on peut se rendre compte qu'on pratiquait vraiment plusieurs activités. Donc là, les cours d'anatomie. Ici, au sol, on voit un ballon de rugby. On voit des boules de pétanque. Alors, est-ce qu'ils jouaient à la pétanque ou à la lyonnaise? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu de confirmation. Donc, c'est une question que je me pose encore. On retrouve l'activité boxe ici. Voilà. Ah, ça, c'est une question. C'est une carte qui m'a beaucoup interpellé parce que c'est la première carte que j'ai collectionnée. Alors, c'est une carte d'avant 1904 et c'est le jeu de l'ours. Le jeu de l'ours, je me suis dit, mais comment se fait-il que des militaires pratiquent un jeu en 1904 alors que le but était de former des soldats? Eh bien, en fait, ils étaient précurseurs et ils n'ont pas attendu qu'un décret en 1908 oblige les instituteurs à venir enseigner, à se former pour enseigner l'éducation physique. Ils ont anticipé, ils anticipaient toujours, ils avaient toujours une longueur d'avance. Et ils mettaient en place en fait une séance avec ce fameux jeu éducatif pour les jeunes. Alors le jeu de l'ours, en 2 mots, vous aviez ici de représenter, on avait 4 hommes qui étaient ici, c'était 2 équipes qui s'affrontaient, on avait ici 4 hommes qui étaient représentés ici, qui constituaient l'ours. Là, ici, vous aviez le gardien, le protecteur de l'ours. Et le but était, pour l'équipe adverse, de sauter sur l'ours sans avoir aucun appui au sol. Si un des sauteurs de l'équipe adverse avait un appui au sol, il pouvait être capturé par le protecteur de l'ours et on inversait les rôles. Le but était d'être le moins souvent l'ours possible. L'objectif de ces hommes qui sautaient au-dessus, c'était d'effondrer l'ours. Et si on arrivait à effondrer l'ours, on recommençait. Alors il y avait des stratégies dans ce jeu. Les ours, l'ours avait le droit de bouger. Mais ils devaient se maintenir les uns sur les autres, mais ils avaient le droit de gesticuler, de bouger un peu pour que ceux qui sautaient sur eux puissent tomber et toucher le sol. Bon, c'était un petit jeu, puis après on inversait les rôles. Alors là, on peut retrouver justement dans un ouvrage de Guillaume Bélez, les jeux des adolescents en 1858. C'était un jeu qui avait été créé et qui avait été justement explicité dans son ouvrage. Alors ça, c'est un autre jeu, la traction de la nuque. Alors ça vient, c'est des jeux qui venaient des jeux de l'Arctique. Des jeux de l'Arctique, les fameux Inuits. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il existe des jeux de l'Arctique. Et dans ces jeux de l'Arctique, il y a le jeu de la traction de la nuque. On mettait en fait une sangle derrière la nuque. Le but était de tirer son adversaire vers soi, de le ramener vers soi et de lui faire franchir la ligne, qui était une ligne qui était tracée au sol devant soi. On était en appui sur les mains et sur les pieds, simplement en position de pompe. Alors, ces formateurs recherchaient toujours, je vous disais, la perfection et le dépassement d'eux-mêmes. Et effectivement, ils étaient enviés dans le monde entier. La preuve en images, je vais vous montrer quelques dernières images sur ce qu'ils étaient capables de faire. Donc là, sur des barres parallèles, là, on commençait à faire de l'acrosport. Regardez, on a 2 hommes ici, un homme en appui sur les cuisses, un autre qui fait un équilibre, 2 équilibres ici, 3 en planche avant. Et ça, c'était Joinville, ça. On avait donc ici Georges Carpentier, ici, qui était champion d'Europe donc en 1913. Et d'ailleurs, l'idéal, ce serait de pouvoir mettre un nom sur tous ces moniteurs, parce que je suis sûr que tous ces moniteurs étaient connus à l'époque comme étant des sportifs et des athlètes redoutables. Mon rêve, c'est de trouver une carte postale avec le nom au dos de tous ces athlètes. On retrouve ici, donc là, il est nommément décrit.
en démonstration par Georges Carpentier, moniteur. Alors, il était champion du monde le 1er juin 1913. Il était après sergent aviateur dans l'armée de l'air. Il faut savoir qu'il a été blessé au combat, Georges Carpentier. Et après sa convalescence, il est revenu comme instructeur à l'école de Joinville en 1917. Et il a été champion du monde dans la catégorie mi-lourd le 12 octobre 1920 contre un certain Levinsky. Donc à cette époque, il n'était pas encore champion du monde. Ici, je vous montre une autre carte de moniteur. Alors, au milieu, l'instructeur, c'est l'adjudant Mazo-instructeur. L'intérêt, c'est que c'est marqué sur la carte, et quand on fait des recherches sur Mazo, eh bien, c'était un athlète de haut niveau. C'est pareil. Et il a été tué à l'ennemi en 14-18. Une vingtaine de Joinvillais ont été tués pendant la Première Guerre mondiale. Ici, toujours dans le cadre des exploits réalisés par les Joinvillais, on a un saut à la perche à 3,60 m, avec réception sur un tas de sable. Mais 3,60 m, il faut savoir que là, ici, on est en 1914, d'après le timbre et d'après l'inscription. Et pour être champion de France en 1914, il fallait passer 3,45 m. Et lui, il franchit 3,60 m. Encore une fois, on a affaire à des athlètes de haut niveau. En 1908, la médaille d'or à Londres aux Jeux Olympiques, c'était 3,71 m. On n'en était pas loin. Hein. Là, on reprend l'exercice du portique, parce qu'à Joinville, ils ne faisaient jamais comme les autres. On les faisait courir sur le portique. On est sur un immeuble de 2 étages. On les faisait courir. Donc là, la notion d'équilibre, elle est bien maîtrisée quand même. Hein. Autre chose, regardez, on les faisait sauter. On les faisait sauter. Un peu de tas de sable et allez. Et ils y passaient tous. Hein. Regardez, hop. Il fallait être sacrément solide. Hein. Et certains faisaient même quelques équilibres. Et d'autres encore pire, regardez. Ils sautent en l'air. C'est un certain Blavet. Alors j'ai fait des recherches sur le dénommé Blavet. Le moniteur qui s'appelait Blavet. Le saut de Blavet. Il est là. Il saute en l'air avec une petite réception avec 2 hommes sur un tas de sable. Bon, bien sûr, regardez, derrière, au fond, on a toute la nouvelle promo qui arrive et qui assiste à la démonstration. Plus le photographe. Est-ce que le photographe, la présence du photographe et des autres les pousse à faire des exploits assez surprenants? Je ne sais pas, peut-être. Et je vous donne encore quelques cartes, regardez ça. Exercice de sauvetage. Alors pour faire un sauvetage, on n'a pas besoin de monter sur un portique déjà. Mais non seulement ils montent sur un portique, mais ils ne prennent pas un homme, mais 2 hommes. On a 150 kilos sous les bras. Et on court sur le portique. Regardez, celui-là court sur le portique. En dessous, on n'a pas beaucoup de protection. Toujours dans le cadre des exploits, regardez celui qui est tout en haut. Et sur la carte, c'est précisé, en bas, là, on est à 10 mètres de hauteur. Ah oui, effectivement. Le mur d'escalade. Alors là aussi, c'est pareil, le mur, on est à 7 ou 8 mètres là-haut. Donc effectivement, il ne faut pas se louper. À l'époque, c'était leur formation et c'était vraiment des exploits à chaque fois. On n'avait pas envie de lâcher la corde. Regardez ici, cet homme-là lâche la corde, écarte les bras, pour la photo, je pense là. Celui-là, eh bien, il n'a pas le choix, il est obligé de tenir. Et celui qui est en dessous, il est courageux aussi, hein, parce qu'il ne faut pas que ça tombe. Il ne faut pas que l'ensemble tombe.
Voilà, nos athlètes à Joinville ne faisaient pas comme tout le monde. Ben, on n'a que 2 anneaux, ben, c'est pas grave, on va se mettre à 2 quand même. Et on va faire 2 croix de fer, une double croix de fer. Et là, on peut apprécier la musculature de ces athlètes encore là. On ressent quand même une certaine fierté chez ces athlètes. Et là, c'est à l'occasion aussi le cheval d'Arçon. Alors, c'est un saut de cheval plutôt. On a ici une démonstration de franchissement. Au-dessus d'un cheval, c'était trop simple. Donc, ils mettaient plusieurs hommes et ils franchissaient au-dessus du cheval, mais aussi au-dessus de 2 hommes. C'était peut-être aussi pour montrer aux autres ce qu'ils savaient faire aussi. Hein. C'était des exemples. Voilà. Mais écoutez, on a terminé pour le diaporama. Alors, en conclusion, bien, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que par rapport à cette école, on était aussi dans un contexte qui était fabuleux à cette époque. On était pendant cette période de la belle époque, le mouvement sportif qui est venu se greffer eh bien, sur cette volonté de former des soldats plus solides et plus vaillants, cette volonté de diffuser cette méthode de Joinville dans les écoles également, donc ce mouvement éducatif, tout ça s'est greffé et a fait en sorte que cette école était une école prestigieuse et d'une renommée internationale. Donc cette passion pour ces cartes postales et pour cette période de l'histoire du sport militaire, c'est une passion qui fait partie un petit peu de mon identité. D'ailleurs, depuis 25 ans, dans le collège où je suis, avec ma liberté pédagogique, j'enseigne l'escrime, j'enseigne la boxe française, en hommage un petit peu à ces hommes du passé. Et puis j'espère par la suite que l'enseignement d'escrime notamment va se développer un peu plus, parce qu'à mon avis, à mon goût, on ne l'enseigne pas assez. C'est une activité qui est tellement riche, et une activité dans laquelle on obtient des médailles aussi aux Jeux Olympiques. J'espère avoir su vous convaincre, de vous avoir montré un petit peu de l'or dans ces images, et comme je vous le disais tout à l'heure, en attendant de l'or en médaille pour nos futurs athlètes de haut niveau. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie.